Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je vous partage quelques petits résultats de sondage par rapport à la question qui vient d'être posée. Donc, la question, c'était qu'attendez-vous d'une technologie Heat and Cool? Donc, on voit au final qu'il y a quand même des réponses assez partagées avec une bonne partie des participants qui ne connaissent pas encore suffisamment la technologie, donc 33% des personnes qui ne connaissent pas encore. Voilà, donc l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir répondre aux interrogations que vous vous posez par rapport au fonctionnement de cette technologie, de vous montrer également les possibilités et notamment les états de surface qui sont améliorés. Donc, je vois que c'est aussi une grosse tendance dans les réponses, obtenir un état de surface amélioré. Donc, je suis Daphné Cucumel, membre du service Matériotech d'Alizé Plasturgie. Donc, je vais rebasculer sur la présentation. Alors, je vais simplement vous rappeler quelques petits points en fait sur le webinaire. Donc, il va durer environ 45 minutes et on va dédier 15 minutes à une partie questions-réponses. Donc, le principe, c'est simple. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la session, directement dans l'onglet qui est dédié. Et puis, on va prendre un temps à la fin du webinaire pour répondre en live aux questions qui ont été posées. Donc, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, dès que vous avez une interrogation, à nous la soumettre. Votre micro est coupé, donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire vos questions par écrit dans le chat. On va diffuser le replay du webinaire sur notre site internet. Donc, comme à notre habitude, on vous enverra évidemment le lien du webinaire. Et puis, on vous enverra également, après le webinaire, une petite enquête simplement pour connaître votre avis, vos suggestions, vos commentaires. Donc, c'est assez important pour nous pour avoir un retour d'expérience, pour améliorer nos contenus. Donc, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête. Pour resituer un petit peu Alizé Plasturgie et notre service, donc Alizé Plasturgie, comme beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est un syndicat de la filière des plasturgistes, donc qui regroupe environ 900 adhérents. Et puis, donc dans ce syndicat, on propose plusieurs services, donc services juridiques, services HSE, services également intelligence économique, et notre service, donc Matériotech et plateforme de fabrication additive. Nous, notre vocation, c'est vraiment d'apporter de l'information aux industriels sur des innovations, donc que ce soit matière ou process, et puis aussi maintenant sur la fabrication additive, puisqu'on a intégré il y a 2 ans une plateforme, et d'accompagner, de conseiller, de répondre à toutes les demandes que peuvent avoir les industriels de la plasturgie sur toutes ces thématiques. Donc, c'est pour ça qu'on organise régulièrement des webinaires, des journées techniques et qu'on fait beaucoup de veille en fait sur ces sujets. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on accueille donc Rocktool et Kistler, qui sont 2 partenaires sur lesquels également on s'appuie pour avoir ces sources d'informations précieuses. Donc, je vais laisser les intervenants se présenter. Donc, on a tout d'abord Mathieu Boulanger de Rocktool et Calypso Belloli. Donc, je vous laisse vous présenter tous les deux. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Calypso Belloli, je suis ingénieur en matériaux à la société Rocktool. Et l'un de mes rôles principaux, c'est d'être en contact avec les clients sur le choix des matériaux en fonction de leur application. Bonjour à tous, Mathieu Boulanger, directeur général de la société Rocktool. Merci à tous les deux. Je vais laisser donc Thomas Le Goff se présenter, qui vient de la société Kistler. Oui, bonjour à tous. Thomas Le Goff, ingénieur plasturgiste pour la société Kistler. Donc je suis votre interlocuteur technique pour tout ce qui est choix et de trouver une solution technique pour vos besoins en instrumentation de capteurs de pression et de température. Et j'interviens aussi dans tout ce qui est installation de nos systèmes et expertise ainsi que formation au sein de vos entreprises. Ok, merci Thomas. Et donc, du côté Alizé, on aura Guy Chrétien. Donc, Guy, je te laisse. Bonjour à tous, donc moi c'est Guy Chrétien. Je suis chef de projet à la Matériotech, donc au service Matériotech d'Alizé Plasturgie, et je m'occupe de la partie accompagnement process, telle qu'elle était décrite dans les slides précédents par Daphné.
Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et débuter la présentation, je vous propose à nouveau un petit sondage pour savoir si d'ores et déjà vous avez intégré une technologie Eat & Cool. Donc, de la même façon, je vous invite à répondre directement sur l'écran. Je vous partage les résultats. Donc, on a quand même une forte tendance sur les personnes qui n'ont pas forcément de projet immédiat, mais qui s'en forment. Et après, d'autres personnes qui ont des projets et qui ont aussi besoin d'informations. Alors, on va débuter la présentation. Donc, je vais laisser la main du coup à Rocktool pour entamer cette présentation. Merci merci à Alizé, également à Kissler à participer à cet événement. On va essayer de partager avec vous notre passion dans la plasturgie avec cette technologie, qu'est-ce qu'on peut en faire. Aujourd'hui, la thématique est vraiment tournée sur le sans peinture ou le vernis, hein, les opérations secondaires. C'est vrai que cette logique, il y a quelques années, n'était pas encore à son paroxysme parce que on était surtout dans des logiques de costing pour qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser le coût de la pièce, hein, que ce soit pour des produits de commodité, dans l'automobile ou même dans l'électronique. Aujourd'hui, la priorité est de réduire les opérations secondaires, notamment pour un bilan écologique bien meilleur. Et aujourd'hui, avec Calypso, on va vous présenter ce qu'on a pu découvrir et ce que nous avons pu analyser. Alors, quelques mots sur, si le slide veut bien passer. Je clique pourtant. Je clique. Ah, voilà. Donc, quelques mots sur notre technologie. Donc, Rocktool, nous ne sommes pas moulistes. Nous avons une équipe d'ingénieurs qui sont capables de réaliser des études de rhéologie, des études d'outillage, des études de faisabilité sur des pièces plastiques. Tout ça autour d'une technologie principale qui est la chauffe surfacique par induction. Alors, comment ça marche? En quelques mots, ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui, parce qu'on va plutôt parler matière et intérêt à utiliser cette technologie. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas bien ou qui la découvrent aujourd'hui, quelques mots sur cette technologie. L'idée principale, c'est de se dire, si on a un panel de matériaux dans son usine ou dans ses activités qui nécessitent des températures différentes en fonction du type de résine, alors il y a une utilité de changer la température du moule lors de l'injection. On sait très bien qu'une matière qui est préchauffée, qui arrive en fusion dans un outillage qui lui est déjà à une température basse, donc une température de démoulage, c'est un problème parce que la matière va figer, la matière va se refroidir trop vite. Et c'est le talent d'ingénieurs dans la plasturgie qui vont positionner le point d'injection au meilleur endroit, qui vont faire des études pour comprendre le comportement de cette résine qui arrive dans un moule qui est bien trop froid. Donc, on vient un petit peu bousculer certaines idées reçues et on a la capacité par induction de chauffer la surface très rapidement, en quelques secondes, juste avant que la matière arrive dans l'outillage. Et c'est ça qui va permettre d'ouvrir toute une série d'avantages, que ce soit pour le contrôle déjà de la matière dans l'outillage, parce qu'il va y avoir un contrôle de la viscosité bien meilleur qu'en conventionnel. Donc, la technologie, c'est une chauffe surfacique par induction. On a la capacité de refroidir également très vite. Pourquoi? Parce que l'induction va chauffer la surface très vite et ensuite les canaux d'eau que vous avez d'une manière conventionnelle aujourd'hui vont prendre le dessus et refroidir donc cette petite partie de l'outillage qui a été chauffée avec des canaux qui ont des inducteurs intégrés, un petit peu comme des super crayons chauffants, si vous voulez, des sortes de cartouches magiques qui ont la capacité par induction de chauffer très rapidement. Le contrôle de la température est important pour nous. Nous avons une série de logiciels qui nous permettent, avant la fabrication de l'outillage, de déterminer la localisation des inducteurs pour garantir une chauffe surfacique homogène et donc contrôler son process du mieux possible. Nous utilisons des aciers standards, donc on ne parle pas d'outillage qui vont demander des aciers très exotiques qu'on trouve seulement dans certaines zones, pas du tout. On va travailler sur des P20, des H11, des H13, des aciers qui ont des caractéristiques magnétiques, des caractéristiques de dureté en ligne avec ce qui est demandé dans l'industrie. Au niveau de l'adaptabilité, excusez-moi, on est bien d'accord, c'est sur toutes les presses. On ne demande pas de changer d'équipement, on vient plug and play, se connecter à des presses existantes avec nos systèmes. Voilà, donc en gros, vous avez une unité de chauffe qui vous permet avec une télécommande
de contrôler l'outillage et la température et le refroidissement. Très rapidement sur Rocktool, l'automobile représente à peu près 50% aujourd'hui de nos activités, que ce soit des pièces intérieures ou extérieures, pour des logiques de défaut d'aspect, des logiques de rotassure, des logiques d'élimination des peintures ou des logiques de stabilité process sur des pièces complexes. La capacité de chauffer rapidement séduit l'automobile pour diverses raisons. En numéro 2, on arrive avec l'électronique. Donc là, on est dans des logiques de pièces très fines, électronique assez large. Hein, ça va aussi dans des produits qu'on peut trouver des produits de grande consommation. Et puis, la beauté et la cosmétique qui arrivent en force depuis 2-3 ans, avec ces logiques de réduction des étapes secondaires, élimination des étapes secondaires, des sprays, des peintures, réduction des épaisseurs et le moulage des résines recyclées pour essayer d'avoir les qualités maxi, même en partant de résines qui ont perdu un petit peu de leur noblesse par les cycles de recyclage. Alors, en quelques mots sur notre technologie, on va tout de suite venir sur le sujet du jour. Rocktool, c'est une technologie assez nouvelle à l'échelle de l'industrie, mais qui quand même est utilisée depuis pas mal d'années en production. On a plus de 100 clients à l'international, on a installé plus de 350 systèmes, ce sera mis à jour en fin d'année. Et donc, nous proposons des études sur des pièces et moules en comprenant vos challenges, que ce soit des challenges qualitatifs, des challenges process, et nous proposons les composants pour les moules, les générateurs et l'installation sur site pour pouvoir connecter à vos presses et vous lancer en production. Voilà. Depuis le début de l'année dernière, nous avons une approche éco-responsable avec un focus particulier dans tous les projets à essayer de trouver où la technologie pourrait améliorer le bilan énergétique et le bilan CO2 de la pièce grâce à la choc surfacique du moule. Alors, si on va un petit peu plus loin sur la technologie, ici sur la droite, vous avez un visuel qui permet de voir un inducteur, donc qui est en fait une tresse de cuivre qui est isolée, logée à l'intérieur de l'outillage. Les différentes techniques pour intégrer les inducteurs dans le moule, vous allez avoir le perçage classique pour faire des canaux, mais également de l'usinage de la cavité ou si le poinçon a besoin d'être chauffé également. Donc, on vient avec le mouliste travailler en équipe pour intégrer au mieux ces éléments. Et donc, sur la gauche, vous le voyez, vous avez deux réseaux. Vous avez sur la partie basse votre réseau de refroidissement et sur la partie haute, là, qui est en action, les inducteurs qui vont très rapidement chauffer la surface du moule. L'induction s'arrête et très rapidement, le cooling va prendre le dessus. Alors, cette capacité à chauffer la surface, c'est vrai, vient régler pas mal de problèmes. On a les problèmes qu'on peut voir, hein, les lignes de flux, les lignes de soudure, les rotassures, toutes ces problématiques qui sont liées à cette matière qui refroidit trop vite dans l'outillage. On vient les améliorer ou les éliminer. Alors, je mets une réserve parce que c'est pas non plus sur toutes les matières. C'est la plupart des matières, il y a un gain conséquent, mais sur certaines matières, le gain va être plus ou moins conséquent. C'est pour ça qu'on travaille avec la matériothèque, c'est pour ça qu'on travaille avec de nombreux partenaires industriels où on va quantifier la technologie en fonction des types de matières. Les semi-cristallins, les matières amorphes ont également des avantages qui diffèrent. Également, vous pouvez avoir certaines matières qui, au niveau surface, le gain n'est pas énorme, mais par contre, au niveau process, vous pouvez avoir un gain très important. Donc voilà, ici sur ce slide-là, c'est un petit résumé. Cette pièce était d'ailleurs faite, je me souviens, en RABS, c'était lors d'un Kunststoff précédent, donc en 100% ABS recyclé. Et on est capable d'éliminer, que ce soit les rotassures, d'améliorer la réplication, de monter la brillance à un niveau très élevé et également les lignes de soudure. C'est une pièce qui a été faite avec un client afin de démontrer les avantages sur une pièce. Alors, pendant des années, Rocktool a été vu comme la technologie du piano black parce que de nombreuses marques recherchaient le piano black qui reste quand même encore très fort, le noir étant une couleur très importante pour de nombreuses marques. Mais depuis 2 ans, et notamment un travail de fond que fait Calypso avec les équipes, c'est les solutions de texture innovantes, comment maîtriser un satin dans l'outillage, comment travailler les notions de scratch et limiter l'effet de ne plus avoir de peinture, parce que forcément, il y a une pièce plastique qui est exposée.
il y a 3 ans, c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a de nombreuses textures qui arrivent à rentrer dans des cahiers des charges, qui permettent d'éliminer les peintures et de proposer au consommateur une texture suffisante. Donc, on a des plaques interchangeables avec des différents designs, différents niveaux de texture, où on vient étudier la réplicabilité, la réplication des textures en Rocktool, sachant qu'on chauffe la surface et qu'on va venir garantir pas de défaut d'aspect, qui vont donner cet effet vraiment très homogène en surface et très qualitatif. Voilà, donc ça, c'est intéressant, et c'est deux choses qui vont en même temps. C'est non seulement il vous faut la chauffe surfacique pour être capable d'avoir une surface homogène, parce qu'on sait que quand la matière refroidit dans le moule, vous allez avoir des zones plus ou moins brillantes ou plus ou moins répliquées, qui fait que vous ne pouvez plus proposer ces solutions. Mais en même temps, il y a les techniques de texturation, l'EDM, le grain chimique et le laser, qui souvent s'opposent pour proposer des solutions. Donc, on va aller chercher des solutions classiques au début, mais le laser va permettre d'aller chercher des textures qui vont avoir aussi des fonctionnalités et des designs qui vont au-delà du visuel de la texture, mais qui vont aller dans le toucher, qui vont aller dans la lumière et qui vont aller également dans la couleur. Donc, le laser a cette capacité d'aller beaucoup plus loin, et nous avons des partenariats avec notamment GF qui nous permet d'aller beaucoup plus loin, et puis d'autres partenariats avec des shops qui sont équipés en laser. Donc, pour les clients qui veulent découvrir ce que nous sommes capables de faire, nous avons un labo équipé pour ces démonstrations. J'ai passé trop vite, Calypso. Je passe la main à Calypso qui va reprendre cette partie. Oui, merci Matt. Donc maintenant, on va venir au cœur du sujet de cette présentation aujourd'hui. C'est donc Rocktool peut être une solution éco-responsable. Et on va vous montrer différentes façons d'avoir vos nouveaux produits, vos prochains produits avec de l'éco-responsabilité. Donc, pardon. Voilà. Donc, il y a plusieurs catégories afin d'obtenir un matériau qu'on appelle eco-friendly. Donc, il y a la solution de matériaux issus du recyclage afin d'obtenir avec la technologie une haute qualité de surface. Une autre solution, ça peut être tout ce qui est les matériaux issus de récupération. Donc, vous avez un exemple sur l'image au centre de matériaux récupérés de vêtements. Et avec la technologie Rocktool en compression, on a été capable de remettre en forme afin de faire une coque de téléphone. Et ensuite, d'autres solutions, ça peut être l'élimination ou la réduction d'opérations secondaires telles que la peinture ou le vernis, comme on avait déjà parlé Matt. Puisqu'on est capable, avec notre technologie, d'obtenir des belles pièces avec des tendus et des piano black ou autres couleurs intenses, on peut donc réduire ou éliminer ce type d'opération. Et enfin, en éliminant des opérations secondaires, on est capable de réduire des temps de cycle et donc de faire une économie d'énergie et donc réduire notre émission CO2 sur des productions de pièces plastiques. Je vais donc maintenant vous montrer quelques exemples de pièces que nous avons, matériaux que nous avons testés avec la technologie Rocktool. Donc, dans un premier temps, ce sont des matériaux recyclés post-consommation qu'on appelle PCR. Donc, à gauche, on a un ABS 100% recyclé, plutôt utilisé aujourd'hui pour des applications automobiles, cosmétiques ou de consommation. Comme vous pouvez le voir, on a une pièce avec un tendu noir très important, aucun défaut de surface. On a éliminé le défaut que nous pouvons avoir au centre de la pièce dû au point d'injection. Et on est capable de répliquer parfaitement notre texture, où là, nous avons même appliqué des effets holographiques qui sont parfaitement répliqués grâce à la technologie Rocktool. À droite, nous sommes sur un PP, là encore 100% recyclé, encore dédié majoritairement pour la cosmétique et l'automobile. Dans ce cadre-là, nous avons fait une injection avec l'une de nos plaques test avec une variation de texture et de gloss. Et on peut voir que le contraste est notable et qu'on a également éliminé la ligne de soudure qu'on aurait pu obtenir à ce niveau-là en ayant un gloss très important et une amélioration globale de l'état de surface importante.
Autre gamme de matériaux, ce sont les PET, très utilisés aujourd'hui et très en vogue. Donc, nous avons un exemple à gauche d'un PET 100% recyclé, dédié majoritairement à la cosmétique. Comme l'a pu expliquer Matt, sur ce type de produit, on peut aussi faire des effets de surface afin de remplacer des opérations secondaires, notamment les sprays. Donc là, on a un exemple, la capacité d'obtenir un soft touch simplement avec un effet de texture. Donc, en utilisant un matériau recyclé, et de même, on élimine une opération secondaire. Et enfin, à droite, toujours donc sur un recyclé post-consommation, nous sommes sur un 100% ABS-PC. Et dans ce cadre-là, c'est une pièce assez complexe qu'on appelle sphère, avec de nombreux trous qui auraient pu amener des lignes de soudure et des lignes de flow qu'on a complètement éliminées en utilisant la technologie ROCKTOOL. Autre gamme de produits recyclés, ce sont les post-industriels. Donc, dans ce cadre-là, on est sur un PP 100% donc recyclé de post-industriel. Et comme on peut voir, donc, il y a la face polie à gauche et la face texturée à droite. Donc, à gauche, on voit un gloss très important, élimination de la ligne de soudure et une profondeur de noir. Et à droite, on est encore capable de montrer une haute réplication de texture et d'obtenir cet effet soft touch. Donc là, vous ne pouvez pas le toucher, mais c'est des choses que, voilà, au toucher est notable. Autre gamme de produits, ce sont les résines biosourcées, donc issues de matières biosourcées ou bien 100% biodégradables. Donc, vous avez deux exemples ici qui montrent qu'on est aussi capable de sublimer ce type de matériaux afin d'obtenir une haute qualité de produit tout en ayant un matériau biosourcé. Et enfin, un autre point intéressant, c'est la capacité donc d'utiliser des charges naturelles issues de récupération. Donc notamment ici, ce sont des fibres de bois qui sont aujourd'hui utilisées pour de l'esthétique, mais aussi pour un aspect éco-responsable. Les problématiques en général de l'utilisation de ce type de fibre, ça va être une hétérogénéité en surface. Et avec la technologie ROCKTOOL, on est capable d'obtenir un effet tout à fait homogène en surface, avec une très haute qualité de brillance et ainsi améliorer la réplication, comme on a pu le voir sur les précédentes pièces. Donc maintenant, deuxième point important de cette présentation, c'est tout ce qui est réduction des émissions CO2. Donc dans un premier temps, nous avons fait une étude basée sur un moule proto que nous avons à ROCKTOOL. Donc nous appelons ce moule box, c'est un moule avec 2 empreintes de cavité et nous avons basé cette étude sur une production 1 million de pièces et nous avons fait une comparaison entre un ABS vierge et un ABS 100% recyclé et en intégrant aussi les étapes secondaires. Donc nous avons ce graphique qui résume les 4 différentes catégories que nous avons fait. Donc à gauche, nous avons le conventionnel, c'est-à-dire on a moulé à une température traditionnelle en ABS vierge et nous avons rajouté une décoration, ce qui est aujourd'hui majoritairement le cas lorsqu'on fait de la production d'ABS. Dans une deuxième catégorie, ce sont des pièces moulées en ABS vierge, mais avec la technologie ROCKTOOL. Dans ce cadre-là, nous avons simplement mis un vernis et pas une décoration complète. Troisième possibilité, c'est injecter un matériau ABS vierge, avec la technologie ROCKTOOL, mais sans opération secondaire. Et enfin, dernier cas, injecter avec la technologie ROCKTOOL un matériau 100% recyclé. Et comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, déjà, la décoration, c'est une part majoritaire des émissions CO2, que grâce à la technologie ROCKTOOL, car nous avons obtenu un matériau de très bonne qualité, on peut réduire, voire complètement supprimer en fonction de votre application. Et enfin, si on veut aller plus loin, on est capable d'utiliser donc des matériaux recyclés, d'avoir un tendu suffisamment acceptable pour votre application. Et alors là, on est sur une réduction très importante de votre émission CO2, puisqu'on réduit la part matière et on réduit la part de décoration. Dernier point important sur la réduction des émissions CO2, c'est la capacité à réduire l'épaisseur de vos pièces. Et ça, on vous le démontre avec cette petite slide
qui montre l'amélioration du remplissage avec la technologie RockTool. Donc là, nous sommes sur un moule spirale, 1 mm d'épaisseur, et l'idée, c'est de vous montrer la capacité de la technologie RockTool à améliorer le remplissage. Donc ici, vous avez différentes gammes de matériaux recyclés, donc que ça soit l'ABS, PET, etc. Et pour tous ces produits, nous avons une amélioration de plus de 30% au niveau du remplissage, ce qui se traduit donc par une possibilité de réduire l'épaisseur de vos pièces en utilisant notre technologie et donc de réduire la part matière sur vos pièces. Que ça soit donc économique ou environnemental, notre technologie peut donc apporter aussi en termes de réduction d'épaisseur. Donc maintenant, nous allons nous intéresser tout particulièrement au PIR, donc post-industriel recyclé du polypropylène de chez Avian. Donc en effet, Avian a développé une formulation spécifique à une densité modifiée qu'ils appellent donc de la gamme Gravitech, puisqu'elle est galvanisable. Donc l'intérêt, nous, de cette étude, c'est de montrer donc un PP densifié qui a donc la capacité de remplacement de métal. Donc ici, vous avez un exemple. Par exemple, sur des rouges à lèvres, aujourd'hui, il est possible d'avoir encore des pièces en métal pour un aspect luxueux et aussi de poids. Et ceci pourrait être envisagé de le remplacer avec un matériau plastique, simplement le galvaniser, mais tout en ayant obtenu le même résultat et un effet de poids qui est très important sur ce type de produit cosmétique. Deuxième cas, c'est aussi la suppression d'assemblage, puisqu'il arrive également sur certains boîtiers, toujours en cosmétique, d'utiliser des lestes et donc ensuite de l'assembler. Donc, c'est des étapes en plus, donc un temps de cycle global de la pièce plus important. Et donc, Guy et la Matériothèque ont fait une session d'essai sur leur plateforme avec notre équipement RockTool. Et c'est la vidéo qui va suivre pour vous montrer avec la technologie RockTool versus avec la technologie conventionnelle. Donc, nous allons vous lancer une petite vidéo. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez simplement une petite coupure de 1 ou 2 secondes à l'écran. C'est normal, c'est la vidéo qui va se lancer. Bonjour, nous sommes situés ici au cœur de l'atelier de notre pôle de formation, atelier où nous formons des apprentis, des professionnels à différentes technologies, l'injection, l'extrusion et d'autres technologies. Je suis devant la presse équipée de la technologie Heat & Cool de RockTool, technologie donc autour de cet outillage, avec ici un pupitre de commande de la technologie. Le moule est équipé de capteurs de pression empreinte Kistler, dont nous voyons ici le Comoneo, le pupitre de mesure des valeurs. Nous voyons ici la partie fixe du moule avec une empreinte de gemme un petit peu particulière puisque c'est une empreinte qui a été développée avec RockTool pour mettre en évidence certaines choses, notamment ici une gravure laser avec un motif pour pouvoir mesurer la reproductibilité de ce motif en fonction des différentes températures qu'on va pouvoir mettre sur l'empreinte, un polygaz de grade cosmétique, un polymil, pour voir un petit peu aussi la brillance que l'on peut obtenir. Cette empreinte est équipée bien sûr d'inducteurs, avec ici le boîtier de connexion, où on vient connecter les inducteurs. Le moule est équipé également d'un thermocouple à l'arrière de l'empreinte. On peut voir ici le câble du thermocouple. Ce thermocouple va bien sûr mesurer la température et va nous servir à piloter tant la chauffe que le refroidissement de l'empreinte. Nous voici devant l'empreinte côté mobile du moule avec une implantation identique à celle que nous avons observée sur le côté fixe, avec ici le seuil d'injection. Nous allons commencer à remplir l'empreinte de ce côté-là et finir de le remplir à peu près à ce niveau. Avec ici un trou, donc recollement de flux matière, ce qui va être intéressant à observer.
La surface générale de l'empreinte, c'est un poli de démoulage, niveau 100, donc rien de particulier sur le polissage de cette empreinte. La particularité ici, c'est que nous avons 3 niveaux d'épaisseur. Ici, 2,5 mm. En face, nous avons 1,5 mm. Et à ce niveau-là, nous avons 1 mm pour nous permettre de tester un petit peu la qualité de remplissage que l'on peut obtenir avec une épaisseur de ce niveau. Les capteurs Kistler sont implantés de façon indirecte, c'est-à-dire sous les éjecteurs. Nous en avons un qui est positionné ici en début de remplissage, un deuxième qui est positionné ici en fin de remplissage. Alors, sur l'arrière de la machine, nous avons 2 générateurs de 50 kW chacun. Ces générateurs sont destinés à activer les inducteurs au niveau de l'outillage. Vous en avez un à gauche, l'autre, le deuxième, on l'aperçoit derrière, puisque le deuxième élément qui est sur la droite, c'est un thermorégulateur, on marque le gros ici. Voilà. Ce qu'il faut préciser sur les thermorégulateurs, ici, il est à 25-30 litres par minute, ce qui est nettement insuffisant pour avoir des performances tout à fait acceptables avec ce type de technologie. Il est fortement recommandé d'utiliser un thermorégulateur avec un débit de 100 litres par minute si on veut optimiser les temps de refroidissement de l'empreinte. Ici, nous voyons la presse en fonctionnement, en cycle automatique, sans pour l'instant la technologie Tencool Rocktool, pour pouvoir ainsi comparer les résultats avec et sans la technologie. Nous sommes ici dans le cas d'un essai sans pour l'instant la technologie Rocktool, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir suivre sur le pupitre de commande Rocktool la température qui est mesurée derrière les empreintes, côté fixe et côté mobile, ce qui nous permet de suivre l'évolution de cette température au cours du cycle. Et puis nous avons sur la droite l'enregistrement de la courbe de pression empreinte Kistler. Nous avons ici 2 courbes qui se superposent puisqu'il y a un capteur en début de remplissage et un capteur en fin de remplissage, ce qui va nous procurer les informations intéressantes. Nous avons maintenant activé la commande Rocktool, ce qui va induire quelques petites modifications au niveau de notre cycle d'injection. Le moule va se fermer, se verrouiller, et on observe que l'injection ne se fait pas tout de suite. Elle va se faire au bout de 4-5 secondes. Voilà. Elle se fait actuellement. Ceci est tout à fait normal puisque nous avons programmé une température empreinte à partir de laquelle nous allons autoriser la machine à injecter, et seulement quand cette température empreinte est atteinte. C'est la commande qui va se charger de piloter et de donner l'autorisation à la machine d'injecter. Il va en être de même sur la température de démoulage qui va être programmée, et tant que cette température outillage au niveau empreinte n'est pas atteinte, la commande ne va pas autoriser la machine à ouvrir. C'est en quelque sorte le boîtier qui va piloter le cycle d'injection. Ici on observe la mise en chauffe de l'empreinte. L'autorisation d'injecter avec le tracé à droite de la courbe. Voici le résultat obtenu sur les 2 types de technologies. Injection conventionnelle ici à gauche avec le gemme résultant et injection avec la technologie 3iTech de Rocktool à droite. Sur la première pièce, on observe un état de surface qui n'est pas très abouti puisque l'on voit un aspect un peu marbré. On voit un petit peu une tendance qu'on retrouve un petit peu sur pas mal de pièces moulées avec de la matière recyclée, des tendances à avoir des petits flashs ou des petits flashs de ce type-là. On voit aussi très nettement la ligne de jonction des flux matière et la ligne de recollement également à ce niveau. Un aspect bien sûr mat mais vraiment très hétérogène. Avec la technologie Tencool, nous avons un état de surface avec une bonne réplication sur la pièce. Donc on voit ici le polymiroir. Une réplication beaucoup plus fine
de la surface structurée et l'absence des lignes de recollement matière, ici et là, sur la pièce. Sur la diapo simplement les paramètres qui ont été, que j'ai été obligé d'adapter en passant d'une injection sans la technologie RockTool et une injection avec la technologie RockTool. Il n'y a pas grand-chose qui évolue en termes de paramètres, si ce n'est les temps de maintien, les pressions de maintien. Essentiellement, et la pression de commutation, bien sûr, c'est ce qu'on va voir après dans la présentation après de Kistler. Voilà, donc après, on va passer à la diapo suivante. Voilà, je laisse Calypso commenter les. Oui, merci Guy. Donc, comme l'a présenté Guy dans la vidéo, c'est pour vous résumer, on a même fait des petites mesures déjà de brillance au niveau de la surface polie et on peut voir une amélioration nette de la brillance puisqu'on était à 9 gloss units en conventionnel et on est passé à 80 gloss units avec la technologie RockTool, que vous pouvez nettement voir sur cette photo. De plus, on observe les lignes de soudure qui ont été éliminées puisqu'on ne les observe plus à ce niveau-là. Et également, au niveau du point d'injection, on observait quelques défauts qui sont éliminés également. Et comme l'a signifié Guy dans la vidéo, la réplication est nettement améliorée avec la technologie. Alors, voilà. Deuxième point intéressant, vous l'observez peut-être, c'est l'aspect un peu laiteux qu'on observe sur la pièce en conventionnel, qui est éliminé avec la pièce moulée avec la technologie RockTool. Et ceci, j'ai pu le quantifier en mesurant la couleur. Donc le LAB, et nous, on va s'intéresser tout particulièrement au L qui correspond au noir ou au blanc. C'est-à-dire que lorsque le L est égal à 100, ça correspond à une pièce complètement blanche, et lorsque le L est égal à 0, c'est une pièce complètement noire. Et comme vous pouvez le voir donc sur le tableau, on observe une réduction assez nette de la valeur du L avec RockTool, ce qui signifie bien qu'on a amélioré l'intensité de noir de la pièce. Donc c'est assez intéressant pour tout ce qui est tendu de surface, et donc ça peut éviter la nécessité de peindre votre pièce puisqu'on arrive à obtenir une qualité de noir et de brillance assez importante. Donc maintenant, je pense que c'est à Kistler de continuer sur tout ce qui est les études de pression dans l'empreinte. Ah, pardon. Alors, je vais simplement rediffuser du coup un troisième petit sondage, donc justement par rapport au capteur. Donc, selon vous, que peut apporter la mesure de pression empreinte par capteur dans vos applications? Donc, n'hésitez pas à répondre directement sur l'écran. Voilà, merci à tous. Je vous partage donc les résultats. Donc, Thomas, si vous voulez commenter les résultats, et puis après, je vous laisserai poursuivre votre présentation. Merci beaucoup, Daphné. Donc oui, je parlerai de ces différents points-là pendant la présentation. Dans un premier temps, j'ai pas la main. Si, ça y est. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'entreprise. Donc, j'avais Alexandre Giroud, là, qui est mon collègue sur la région Rhône-Alpes, Sud-Est et Sud-Ouest, ainsi que le Maghreb, qui m'a assisté pour cette présentation-là. Donc, il s'excuse, il n'a pas pu être disponible. Il est en intervention chez un client. Donc, Kistler, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a une 60aine d'années d'expérience dans la fabrication de composants piézoélectriques, principalement destinés aux mesures physiques et extrêmement rapides, telles que des pressions, des forces, des couples, des accélérations, des vitesses. Et depuis une petite vingtaine d'années, on s'est fortement développé dans tout ce qui est système d'acquisition et solutions globales en lien et à l'écoute des clients pour vous proposer vraiment une solution complète sur de la mesure, de l'analyse,
du pilotage de process. Et enfin, depuis peu, on est rentré dans l'ère de l'industrie 4.0. On vous apporte aussi des solutions de digitalisation, de transfert de données et d'analyse de données pour tout ce qui est traçabilité unitaire vers des systèmes MES, par exemple. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement de la plasturgie. Chez Kistler, on travaille dans énormément de domaines. En plasturgie, on travaille principalement, un peu comme Rocktool, dans tout ce qui est automobile, médical, cosmétique, électronique et aussi composite. Donc je serai vraiment focalisé uniquement là-dessus aujourd'hui. On est je vous dis, dans plein d'autres domaines d'activité. Donc si vous êtes aussi intéressé pour d'autres mesures physiques, en dehors de la plasturgie, n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement ou d'aller voir sur le site internet de Kistler. Donc en plasturgie, on parle principalement de capteurs de pression ou de température. On va mettre des capteurs dans des outillages et par le biais de systèmes d'acquisition, on va être capable d'analyser tout ce qui se passe pendant les essais chez des moulistes, mais aussi travailler sur les optimisations de process dès ce moment-là, être capable aussi d'utiliser nos systèmes pour faire du transfert d'outillage d'un mouliste vers un site de production ou d'une presse vers une autre ou d'un site à l'autre. Donc il y a des gros gains en termes de time to market et non négligeables. Ensuite, le système, on va l'utiliser du fait qu'on ait déjà les capteurs dans le moule. On va l'utiliser pour tout ce qui est démarrage de production et vie-série afin d'analyser cycle à cycle la répétabilité de notre process, être capable aussi de piloter la presse, donc en faisant de la commutation par la pression dans l'empreinte, par exemple, ou en pilotant les températures de busette pour des moules multi-empreintes afin d'avoir un équilibrage qui est très performant et optimisé d'un cycle à l'autre. Et enfin, donc, on utilise donc toutes les datas qui ont été générées pour effectuer de la traçabilité et de l'optimisation aussi ou lors d'investigations. Ok, donc comment ça se passe? On parle de capteurs. Alors, je reviendrai dans le détail des différents types de capteurs que l'on a. Le principe est toujours le même. Guy vous a parlé tout à l'heure de notre process là sur le moule gem. Donc dès qu'on reçoit nous le top injection de la presse, donc un top signal, nous allons démarrer la mesure. Donc la matière va s'écouler tout le long de l'empreinte jusqu'au moment d'arriver sur notre capteur. Dans notre cas, on n'avait qu'un seul capteur en début de remplissage. Dès que la matière va arriver sur notre capteur, on va avoir une légère montée en pression. Enfin, en fin de dynamique, une fois qu'on a rempli théoriquement la pièce à 95% de remplissage, vous le savez tout aussi bien que moi, on passe en phase de maintien, donc on commute. Mais la pièce n'étant pas remplie complètement, dans mon empreinte, je n'ai pas encore ma pression maxi. Ma pression maxi va arriver vraiment au début de la phase de maintien, quand je vais remplir mes derniers 5% de mon empreinte. Et c'est à ce moment-là que je vais obtenir une pression de compactage qui est très très importante, puisque c'est celle qui va nous aider à faire nos analyses et vérifier que nos pièces sont suffisamment remplies. Donc, je vous l'ai expliqué assez rapidement, on pourrait en débattre pendant des heures. L'avantage de tracer des courbes de pression par rapport au temps, ça va nous permettre d'observer ce qu'il se passe pendant le process et ce qu'il se passe d'un cycle par rapport à l'autre. Donc souvent, vous nous entendrez parler de courbes qui sont en fait l'empreinte digitale de la qualité de la pièce et de la qualité de notre process. En effet, sur nos trois phases, donc phase d'injection, phase dynamique, phase de compactage et phase de maintien, retrait, refroidissement, on va se rendre compte que chaque phase va avoir un impact sur les critères qualité de notre pièce. Par exemple, si je parle que du compactage, je vous expliquais à l'instant, si je ne compacte pas suffisamment ma pièce dans l'empreinte, il y a un risque d'incomplet en fin de remplissage. Contrario, si je la compacte de trop, il y a un risque de surdensification dans un premier temps, mais aussi un risque de bavure sur la pièce. Si je parle maintenant du maintien, le maintien, donc on sait que c'est étroitement lié à la stabilité dimensionnelle et pondérale de la pièce, mais aussi à tout ce qui est état de surface lorsqu'on a des grainages et autres.
Donc, on est capable d'aller analyser différentes parties ou uniquement se focaliser sur différentes parties de notre process pour aller faire des analyses ou discriminer des pièces qui ne sont pas dans nos tolérances. Donc là, je vous prends juste un premier exemple sur de la température, parce que c'est ce qui nous intéresse là sur notre moule GEM et la technologie RockTool. En parlant de température, donc je vais prendre principalement deux températures. Une température de matière qui est donc générée par le cisaillement lors du dosage et par l'apport de calories du groupe de plastification. Si ma température est trop basse, je vais avoir une viscosité faible et je vais donc avoir plus de mal à injecter ma matière puisqu'il va me falloir beaucoup plus d'énergie dans ma phase dynamique pour remplir ma pièce à 95%. De ce fait-là, je vais avoir plus de perte de charge et dans mes pressions de compactage, je vais aussi être capable de l'observer puisque ma pression sera bien moins importante dans mon outillage. A contrario, sur la presse, si on regarde les pressions spécifiques, il y a de grandes chances que mes pressions soient plus importantes. Si maintenant je parle de la température du moule, si mon moule est plus chaud, je vais uniquement impacter ma phase de maintien et de refroidissement, donc ma phase de retrait. Un moule plus froid, qui est donc la courbe, les courbes de gauche, le TW1 proche du point d'injection et en fin de remplissage. Plus ma température est basse, plus je vais être rapide dans mon retrait et moins j'aurai de possibilité d'alimenter ma pièce et de compenser ce retrait-là par le biais d'apport de matière lors de la phase de maintien. Donc j'en reviens sur mes capteurs. On a trois familles de capteurs, des capteurs directs qui sont directement en contact avec la matière plastique, pour lesquels on a la possibilité d'avoir des capteurs qui mesurent uniquement de la pression ou des capteurs qui ne mesurent uniquement la température et la possibilité d'avoir des capteurs combinés pression et température. Ensuite, on a une deuxième technologie qui est le capteur indirect, ce que l'on a dans notre moule GEM, qui sont des capteurs positionnés derrière des broches fixes ou derrière des éjecteurs. Enfin, on a une troisième technologie qui sont des capteurs qu'on appelle des capteurs sans contact ou extensiomètres, qui sont des capteurs qui sont positionnés à une recommandation de 3 mm de la surface moulante et on va être capable de mesurer les micro-déformations lors de l'injection plastique. Donc au final, ce que notre capteur va mesurer, c'est l'image de la pression appliquée sur notre surface moulante. Et quand on compare avec les deux précédentes technologies, on est capable d'obtenir exactement les mêmes types de signaux. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de traces complémentaires sur la pièce. Donc on a nos capteurs, on a des connectiques sur le moule pour simplifier tout ce qui est connexion et branchement vers nos systèmes d'acquisition. Le système d'acquisition qui lui va effectuer les mesures de pression et de température, va les analyser et va les retransmettre à l'utilisateur sous forme de graphes. Ensuite, on a tout un tas d'analyses internes qui sont faites dans notre soft afin de piloter la presse par le biais de commutation par la pression dans l'empreinte ou piloter le contrôleur de bloc chaud pour jouer avec les températures de busette. Et enfin, on peut envoyer les données soit vers la presse, soit vers un système MES ou un data center pour stocker les datas pour tout ce qui est traçabilité unitaire. Donc là, sur notre moule de la matériothèque et avec la techno RockTool, voilà ce que l'on a observé. Alors, peut-être qu'à première vue, si vous ne connaissez pas trop nos courbes de pression, c'est peut-être un petit peu indigeste. Je vais essayer de faire très simple et de manière très parlante. Vous voyez qu'on a 4 courbes. Alors, je vais commencer déjà par les courbes de pression, ce que vous avez pu voir dans la vidéo de Guy. On a 2 courbes de pression qui sont donc des courbes de pression des capteurs en début et en fin de remplissage. Alors comment on peut dissocier les deux? Si on pouvait zoomer ici, vous verriez qu'on a des montées en pression qui n'ont pas lieu au même moment. En effet, la matière arrivant en premier en début de remplissage, je vais avoir une montée en pression qui va démarrer sur le capteur de début de remplissage. Ensuite, la matière s'écoulant dans l'empreinte, on va arriver sur notre second capteur. Donc, si on regarde le temps entre les deux, c'est le temps qu'il faut à la matière pour s'écouler entre le capteur 1, le capteur début de remplissage, et le capteur de fin de remplissage.
Ensuite, sur le Comoneo, on a aussi branché des informations de la presse pour obtenir les informations que l'on a d'habitude sur le pupitre de la presse, hein, qui sont la pression spécifique, hein, pression en bout de vis, et la position de la vis. On aurait pu aussi brancher les thermocouples de Rocktool pour tout avoir sur le même pupitre et être capable de faire différentes analyses. On voit aussi donc notre base, nos pressions, hein, notre échelle de pression, le temps de mesure, donc le T0 c'est le top injection de la presse, hein, et la fin de la mesure est effectuée par un temps que l'on a défini à 15 secondes dans notre requin. Et ensuite on a ici l'échelle pour tout ce qui est position de vis. Ok, donc on fait la mesure à chaque cycle et ça nous a permis de faire des mesures, des constatations de ce qu'il se passe avec et sans induction. Donc les courbes que vous voyez ici, les courbes du bas, sont des courbes sans la technologie Rocktool allumée. Les courbes du milieu ici, ou les courbes hautes en pression, sont les courbes avec Rocktool. Et on a pu constater donc au niveau des pressions spécifiques qu'avec Rocktool, on avait quand même des pressions de commutation qui étaient moins importantes au niveau de la presse, comparé à une technologie sans Rocktool. Donc c'est ce que je vous évoquais quelques slides précédemment hein, par rapport à la viscosité de la matière. En effet, le fait que le moule soit plus chaud, on a une facilité de remplissage de la pièce en phase dynamique, donc on a besoin de moins d'énergie au niveau de la presse et on facilite fortement le remplissage de la pièce. Donc à isoparamètre, là dans ce cas-là, à isoparamètre, on voit qu'en phase d'injection, on a rempli sensiblement à la même vitesse notre pièce en début et fin de remplissage. On a eu moins de mal à compacter la matière sur un moule avec Rocktool. On a aussi beaucoup moins de perte de charge entre les capteurs début et de fin de remplissage, puisqu'on a facilité aussi ce remplissage et donc on a beaucoup moins de perte de charge, de problèmes d'écoulement pendant le dynamique. Et enfin, ce qui est vraiment non négligeable, c'est toute la partie de maintien. Vu que le moule, l'empreinte est beaucoup plus chaude, on a plus de facilité à appliquer notre maintien. Donc, on a plus de facilité à compenser le retrait, de nourrir la pièce pendant son refroidissement, et ce qui va favoriser en effet une qualité indéniable sur l'état de surface de la pièce. Donc, vous voyez, en D, là, ce que j'ai mis, c'est vraiment l'incidence de la pente avec Rocktool ou sans Rocktool. Plus la pente tend vers la verticale, plus on va avoir un retrait rapide et moins on va être capable de remplir la pièce et de compenser ce retrait-là. Alors ce que Guy avait fait aussi, hein, grâce au capteur de pression, il a mis plusieurs paliers de maintien pour compenser les différences de pression aussi qu'on pouvait avoir en début et fin de remplissage pendant le maintien. En effet, pendant le maintien, la matière en fin de remplissage a tendance à figer plus rapidement qu'en début de remplissage. Donc pour éviter d'avoir des pressions qui sont appliquées de manière différente en début et fin de remplissage et donc créer des problèmes de déformation de pièces, il a été mis plusieurs paliers qu'on n'aurait pas pu mettre en effet si on n'avait pas un œil vraiment dans l'empreinte, donc nos capteurs de pression. Ok, autre chose que l'on a pu faire, donc, c'est tracer, donc on a une carte de contrôle, hein, des courbes de tendance avec les valeurs maxi de pression sur nos différentes empreintes. Alors, on l'a fait un petit peu de manière différente, c'est qu'on avait déjà tout optimisé, on a fait différents tests. Le premier test ici, c'est un process avec l'induction allumée et une commutation par la pression dans l'empreinte. Vous voyez qu'on est relativement stable. On a des pertes de charge qui sont infimes, hein, on parle de 4 bars, ce qui est rien du tout. Hein. On a fait un deuxième essai avec l'induction, mais une commutation par la vis. On voit qu'on a un petit peu une petite instabilité, hein, en effet, puisqu'on commute par un volume et non pas par une pression à proprement dit au niveau de la vis ou au niveau de l'empreinte. Et enfin, on a fait un process sans l'induction et une nouvelle fois commutation par la vis. Donc on voit que les pertes de charge sont quand même relativement importantes, hein, de 30 bars pratiquement entre le début et la fin de remplissage. On voit aussi qu'il y a une incidence sur la thermique, hein, c'est comme on a juste éteint le système,
il y a un petit temps d'inertie thermique sur notre outillage. Mais bon, c'est sensiblement, en termes de perte de charge, c'est sensiblement la même chose entre le début des essais et la fin des essais. Donc maintenant, si on parle de pilotage et de surveillance, ce que l'on peut faire en termes de surveillance sur nos systèmes d'acquisition, c'est de rajouter des fenêtres de surveillance dans notre phase dynamique pour être certain de toujours avoir les mêmes montées en pression, donc la même vitesse d'écoulement dans notre outillage. Une fenêtre de surveillance sur les pressions maxi. Oups, attention, cliquez pas en même temps, merci. Une fenêtre de surveillance sur les pressions maxi, donc pression de compactage, pour être certain qu'on a des pièces qui sont bien remplies ou qui n'ont pas de bavure, mais aussi confirmer qu'on a le bon maintien pour compenser le retrait et au final vérifier aussi tout ce qui est refroidissement et retrait de la pièce. Et par rapport au slide précédent, ce que l'on peut faire pour compenser des problèmes de viscosité et lorsqu'on fait de la commutation par la position de la vis, on peut rajouter une commutation par la pression dans l'empreinte, c'est-à-dire que là, dans notre cas, j'ai mis un seuil ici, et dès que mon système d'acquisition remarque que la courbe franchit ce seuil-là, j'envoie en temps réel l'information à la presse pour qu'elle soit capable de commuter par notre signal de capteur. Alors, soit avec le capteur en début de remplissage, soit un capteur de fin de remplissage. Je favoriserai principalement dans notre cas le capteur de début de remplissage. Avec un garde-fou aussi, on pourrait rajouter un seuil de sécurité en se disant si mon empreinte n'est pas totalement remplie en fin de remplissage pour X et Y raison, hein, une casse matérielle ou un problème d'éventation, je puisse quand même autoriser la presse à commuter pour sécuriser mon outillage. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je repasse la main à Guy pour la conclusion. Voilà, conclusion. Alors, en tant qu'utilisateur, en utilisant toutes ces technologies qui nous ont été présentées, j'ai pu optimiser. Alors, je suis parti d'une matière donc recyclée et j'ai pu optimiser son état de surface, son remplissage aussi, et optimiser aussi toutes les caractéristiques d'injection avec la technologie Kistler aussi pour voir ce qui se passe réellement au niveau de l'empreinte et pouvoir adapter notamment les pressions de maintien qui soient adaptées parce que si on surpressurise, si je mets trop de pression de maintien sur ma pièce, je vais augmenter les contraintes internes au niveau du matériau et ce n'est pas tout à fait l'objectif. L'objectif, c'est plutôt l'inverse. Voilà, donc j'ai pu optimiser l'ensemble du process avec ces deux technologies. Merci Guy. Merci également donc à Calypso, Matt et Thomas donc, pour les présentations. Donc, je pense que c'était très clair pour les participants. On va passer maintenant aux questions. Donc, pour ceux qui ont encore des questions à poser, n'hésitez pas, on les prendra. Donc, vous pouvez les mettre directement dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Donc, j'ai une première question. Donc, est-ce que la techno est applicable sur des outillages existants ou est-ce qu'il faut refaire l'outil? Donc, Matt, si vous voulez répondre. Oui, bien sûr. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait, merci. Alors, nous avons des projets de rétrofit avec des moules existants, notamment les outillages qui permettent de juste changer la cavité. Comme la plupart des projets, nous avons une chauffe sur un côté de l'outillage, la cavité notamment. On a aussi des rétrofits sur des outillages où il y a de la place pour mettre les canaux. Forcément, on préfère partir d'un nouvel outillage parce que ça nous permet d'avoir un confort de design bien plus étendu que partir d'un outillage existant qui n'avait pas été réfléchi ni pensé pour faire du heat and cool. Mais oui, la technologie peut s'intégrer dans un outillage existant et notamment avec le remplacement de la cavité par une nouvelle cavité tout en gardant le poinçon et la carcasse. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Donc, je pense que ça répond bien à la question. J'ai une autre question concernant les effets soft touch dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont possibles sur de l'ABS PC? Alors, on peut faire en deux parties, Calypso, tu pourras compléter si je ne dis pas tout. Donc, l'effet soft touch, déjà, le mot soft touch, attention, veut tout et rien dire pour beaucoup de monde. C'est souvent utilisé sur des peintures qui ont un effet un petit peu caoutchouteux. Donc, nous, on travaille sur des textures qui permettent visuellement d'avoir l'effet soft touch. Après, au toucher,
ça conserve quand même une certaine dureté. Donc, on peut travailler sur des blends de matière pour aller chercher justement dans la matière un côté un petit peu plus souple. Le PC ABS, le PC, l'ABS, c'est même combat, c'est les mêmes résultats en termes de surfacique. Il n'y a pas une différence pour nous. Le travail, il va surtout se jouer à trouver la bonne matière qui va avoir les caractéristiques mécaniques en ligne avec le projet. Calypso, tu es d'accord avec ça? Oui, c'est exactement ça, tout à fait. Alors, j'ai une autre question qui concerne en fait le coût d'investissement. Donc, quel serait, si vous pouvez nous donner un ordre d'idée, l'écart de coût d'investissement par rapport à une technologie conventionnelle? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça technologie conventionnelle ou sachant que c'est pas vraiment une technologie, on va plutôt appeler ça le moulage conventionnel. Alors, sur les technologies Rocktool, forcément, il y a un plus, vu qu'en conventionnel, il n'y a pas le heat and cool. Donc, si on rajoute le heat and cool, il y a un investissement. Je ne veux pas faire une réponse de Normand, mais un petit moule de cavité d'une pièce qui fait 10 cm de long et une calandre avant automobile sur une presse de plus de 1000 tonnes, forcément les investissements vont être complètement différents, que ce soit au niveau des machines et que ce soit au niveau des études et des composants moules. Cependant, sur les outillages, on voit qu'on a une différence de 10 à 25% sur le coût de l'outillage en fonction des configurations d'induction. Et nos machines sont de 30 000 € à 150 000 € pour les très grands outillages, les très grandes presses, en fonction des configurations. On a aussi sorti récemment des petites unités générateurs refroidis à l'air lors du dernier coup de chauffe au mois d'octobre, très performants de 25 à 50 kW qui sont en plug and play et qui sont maintenant disponibles et qui connaissent un succès pour ceux qui veulent commencer à travailler avec nous. D'accord, merci pour cette réponse. Alors, j'ai une question par rapport en fait à la technologie Musel de Trexel, savoir si la technologie Heat and Cool est compatible avec ce procédé Musel de Trexel qui réduit le temps de maintien. Tout à fait. Nous avons plusieurs projets aujourd'hui avec le Musel. On a plusieurs projets en production qui permettent d'accomplir de choses intéressantes. La première, c'est que souvent le Musel, ou que ce soit le Musel ou le moussage chimique ou l'injection gaz, c'est que vous avez ensuite des rémanences de ces charges ou de ce gaz en surface. Et donc, c'est souvent gardé pour des pièces non visibles pour aller chercher de l'économie matière, de l'économie poids ou des réductions d'épaisseur. Dans notre cas, on peut aussi faire les pièces d'aspect parce que de la même manière qu'on vient masquer des fibres ou des charges minérales, on l'a vu sur l'exemple que Guy a présenté, on a cette résine qui vient recouvrir la charge de la matière. Et bien dans le Musel, c'est la même chose. On est capable d'avoir de l'ultra brillance et quand on voit la pièce à s'y méprendre, on ne sait pas que la pièce est en Musel. Voilà, donc oui, on a de l'expérience et aujourd'hui, en ce moment d'ailleurs, on travaille sur un nouveau projet utilisant la technologie de Trexel. D'accord, donc ça répond également à la deuxième question qui était en lien, justement pour savoir si le Heat and Cool va vraiment améliorer l'état de surface des pièces injectées en Musel. Donc, parfait. Oui, Merci. on a si la personne veut nous contacter, elle peut contacter Calypso directement. On a des données, on a des visuels, on a des échantillons qui démontrent l'intérêt de chauffer le moule en Musel également. D'accord. Donc, vous faites bien également de revenir sur ce point. Donc, en fait, on vous met ici les contacts des différents intervenants. Donc, vous pouvez les noter. On pourra également vous les retransmettre donc, par mail. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous pouvez aussi poser les autres questions que vous avez en fait directement dans l'enquête de satisfaction. Donc, on a toujours un petit espace où justement vous pouvez partager vos remarques, vos commentaires. Donc, n'hésitez pas, si vous pensez à une autre question, éventuellement à nous la partager après le webinaire. C'est fait aussi pour ça, pour initier des discussions. Donc voilà, je vous remets les contacts. Donc, on a fini pour les questions. Je pense que là, en termes de timing, on a un petit peu dépassé le timing. Du coup, pour les questions auxquelles on n'a pas forcément répondu en live, on reviendra vers vous, évidemment, donc en direct. Donc, que ce soit du côté Rocktool, Kistler ou même de notre côté chez Alizé Plasturgie, on va revenir vers vous. Donc voilà, donc, merci en tout cas pour votre attention, pour votre participation à ce webinaire.
Je remercie également donc, les intervenants qui ont fait un gros travail donc, de préparation, en tout cas de cette présentation. Donc, merci à eux, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez pas donc, à revoir le webinaire donc, en replay sur le site. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.